Bonsoir et bienvenue chez nous. Découvrez une légende captivante où les véritables trésors ne résident pas dans ce que l'on possède, mais dans la manière dont on honore le monde qui nous entoure. Et si les profondeurs de l'océan cachaient un trésor capable de changer le destin d'un village entier? Suivez l'incroyable aventure de Leila et Amir dans une quête où courage, magie et altruisme se mènent pour affronter les forces de la cupidité et restaurer l'harmonie entre la terre et la mer. Mais attention, chaque décision pourrait tout faire basculer. Plongez dans cette histoire magique dès maintenant. La terre rougeâtre du village de Leila s'étirait à perte de vue, craquelée par le soleil ardent qui régnait sans partage depuis des mois. Les puits à sec laissaient à peine perler quelques gouttes d'eau, insuffisantes pour apaiser la soif des villageois et irriguer leurs champs. Les plus anciens racontaient qu'ils n'avaient jamais vu pareille sécheresse. Les rivières s'étaient transformées en filets de boue et les récoltes dépérissaient sous leurs yeux impuissants. Chaque matin, un vent chaud s'élevait du désert, emportant la poussière et l'espoir dans un tourbillon étouffant. Leila, une jeune femme au regard déterminé, parcourait les rues poussiéreuses de son village en quête de la moindre information qui pourrait soulager cette calamité. De nature curieuse et passionnée, elle avait grandi avec les récits fabuleux de sa grand-mère, évoquant des contrées merveilleuses et des créatures légendaires. À présent adulte, elle se souvenait de chacun de ces contes avec une nostalgie mêlée d'angoisse. Existait-il, dans le vaste monde, un moyen de sauver son peuple? Un après-midi brûlant, alors qu'elle cherchait désespérément de l'eau près du vieux quai en ruine, Leila aperçut Yacoub, un marin âgé à la barbe blanche, assis sur un rocher. Il contemplait l'horizon, l'air pensif, la peau tannée par des années passées sur la mer. Autrefois, Yacoub voyageait de port en port, et les villageois disaient qu'il connaissait tous les secrets des flots et des récifs. Intriguée, Leila s'approcha de lui. « Viens t'asseoir, ma fille », murmura-t-il d'une voix grave, comme s'il devinait l'inquiétude qui la rongeait. « Vous semblez soucieux », répondit Leila, le cœur serré. « Peut-être avez-vous une histoire qui pourrait soulager le chagrin de nos gens ?» Yacoub posa sur elle un regard bienveillant. Après un long silence, il se décida à parler. « As-tu entendu parler des perles de la mer Rouge ?» Il raconta alors la légende. Jadis, des sirènes auraient versé des larmes pour pleurer la perte de leurs amours. De ces larmes naquirent des perles si éclatantes que leur simple présence illuminait les profondeurs. Les rumeurs disaient que quiconque trouvait l'une de ces perles pouvait exaucer un vœu, apportant, selon les cœurs, bénédiction ou malédiction. Yacoub, dans sa jeunesse, avait cherché ces perles sans jamais les dénicher. Ses camarades de voyage s'étaient découragés, mais lui en gardait une conviction profonde. Ces perles existaient bel et bien, quelque part au fond des eaux mystiques de la mer Rouge. Leila sentit son souffle se couper à mesure que l'histoire progressait. Elle pouvait presque voir, dans son esprit, le scintillement bleuté d'un trésor perdu, gardé par des créatures légendaires. Et surtout, elle entrevoyait l'espoir, celui de mettre un terme à la sécheresse qui ravageait son village. « Je ferai tout pour les trouver », déclara Leila, la voix vibrante d'émotion. « Si ces perles peuvent apporter la prospérité, alors je n'aurai de répit que lorsqu'elles brilleront entre mes mains. » Un léger sourire éclaira le visage usé de Yacoub, qui sentit en Leila la même soif d'aventure et de justice qu'il avait connue étant jeune. Ses mains calleuses se crispèrent sur son bâton de marche, tandis qu'il murmurait. « Sache que ces perles ne se laissent pas approcher facilement, enfant. Les créatures de la mer veillent, et les courants sont trompeurs. Bien des aventuriers plus aguerris que toi s'y sont brisés. Mais je te sens digne de la mer. Souviens-toi de mes paroles, les perles ne révèlent leur magie qu'à ceux qui ont le cœur pur. » Le soir même, Leila rejoignit son ami d'enfance, Amir, dans le petit atelier familial. Amir était non seulement doué en navigation, mais aussi un bricoleur de génie. Il réparait tout, des filets de pêche aux barques endommagées, et rêvait depuis toujours d'explorer les confins des océans. Lorsqu'elle lui exposa la légende des perles de la mer Rouge et l'urgence de sauver leur village, il n'hésita pas un instant. « Si un sous-marin est ce qu'il nous faut, je le construirai »,
affirma-t-il en posant sa main sur celle de Léla. Nous partirons ensemble, et nous reviendrons avec la pluie. Les deux amis scellèrent un pacte, ils se battraient pour leur village, pour que leurs proches ne manquent plus jamais d'eau. Dans la lueur vacillante d'une lampe à huile, ils feuilletèrent d'anciens journaux de bord et dressèrent leur premier plan. Tandis que la lune se levait sur le désert, la promesse du vieil homme résonnait encore dans l'esprit de Léla, les perles ne révèlent leur magie qu'à ceux qui ont le cœur pur. Elle se fit alors la promesse solennelle de ne jamais faillir à cette épreuve. Le destin de son village, et peut-être bien plus, dépendait désormais de son courage et de sa détermination. Le soleil se levait à peine lorsque Léla et Amir quittèrent leur village, le sac chargé de provisions et l'esprit rempli d'espoir. Ils prirent la route vers le port de Dar al-Bar, à une demi-journée de marche. Ce port, niché entre les falaises, était le dernier vestige d'un passé prospère, marchands, pêcheurs et aventuriers se croisaient autrefois dans une effervescence constante. Aujourd'hui, bien que le déclin économique l'ait assombri, Dar al-Bar restait un lieu où les légendes marines circulaient encore. En arrivant, ils furent frappés par l'atmosphère particulière du port, un mélange de mystère et de désillusion flottait dans l'air. Les étals de poissons étaient clairsemés, les voiles des navires pendaient comme des oriflammes délavées, mais dans les tavernes, les murmures et les récits marins semblaient inépuisables. C'est ici que nous trouverons des réponses, Amir, j'en suis sûr, dit Léla en observant les lieux. Ils commencèrent leur quête d'informations en parlant aux pêcheurs et aux marchands ambulants. La mention des perles de la mer Rouge éveillait à la fois curiosité et méfiance. Certains riaient nerveusement, d'autres détournaient le regard, murmurant que ces perles n'apportaient que des ennuis. Au détour d'un quai, ils tombèrent sur un vieil homme en train de réparer un filet. À leur grande surprise, c'était Yacoub, le marin qui avait éveillé leur quête. Il semblait attendre leur venue. « Vous êtes venus jusqu'ici. Je vois que la détermination ne vous manque pas, dit-il en souriant. Mais attention, les légendes peuvent être plus dangereuses que les vagues les plus hautes. » Il les invita à s'asseoir sur un muret, à l'abri des oreilles indiscrètes. Dessous sa tunique, il sortit un carnet de cuir usé, ses pages jaunies par le temps. Il l'ouvrit avec précaution, révélant des croquis de créatures marines fascinantes et des cartes approximatives de la mer Rouge. Sur l'une des pages, un cercle entourait une faille sous-marine, probablement l'endroit où se trouvaient les perles. C'est tout ce que je sais. Ces notes datent de mon expédition inachevée. Mais sachez ceci, les profondeurs de la mer ne sont pas faites pour les cœurs faibles. Les esprits des eaux protègent les perles avec une férocité que je n'ai jamais vue ailleurs. Il leur confia le carnet avec une gravité qui rendit Léla et Amir silencieux. Ce trésor de connaissances était une clé précieuse pour leur quête, mais aussi un avertissement. Merci, Yacoub. Nous ferons bon usage de ces informations, répondit Léla, le regard brûlant. Alors qu'ils se préparaient à quitter le vieil homme, une voix les interrompit. Vous cherchez des perles, vous dites? Un homme massif, vêtu d'une tunique richement ornée, s'avançait vers eux. Son sourire était aussi large que ses épaules, mais ses yeux reflétaient une froideur calculatrice. C'était Cassim, un marchand connu dans tout Dar al-Bar pour son appétit insatiable de richesse. La légende des perles de la mer Rouge attire les rêveurs, mais seuls les vrais hommes d'affaires savent en tirer profit, déclara-t-il en toisant Léla et Amir. Je pourrais vous offrir une place à mes côtés, en échange de votre loyauté. Amir croisa les bras, l'air méfiant. Nous n'avons besoin de personne pour mener cette quête. Le sourire de Cassim se fit plus mince, presque menaçant. Alors bonne chance. Mais rappelez-vous, dans la mer comme sur la terre, tout a un prix. Lorsque Cassim s'éloigna, ces hommes restèrent en arrière, observant Léla et Amir avec une insistance qui leur fit froid dans le dos. Ils comprirent immédiatement que le marchand n'abandonnerait pas aussi facilement. Il nous suivra, murmura Léla, son intuition lui soufflant que le marchand n'était pas homme à reculer devant un défi. Alors préparons-nous à ce qu'il devienne un obstacle, répondit Amir, le regard durci.
Leur prochain défi était clair, ils devaient retourner au village pour construire leur submersible, mais désormais, ils savaient qu'ils n'étaient pas les seuls à convoiter les perles. Leur quête ne se limiterait pas aux dangers de l'océan. La cupidité des hommes s'avérait être une menace tout aussi redoutable. Le retour au village fut marqué par un mélange d'excitation et d'appréhension. Léla et Amir, porteurs du carnet précieux de Yacoub, savaient qu'un immense travail les attendait. Leurs pas soulevaient des nuages de poussière sur le sol craquelé, un rappel constant de l'urgence de leur quête. Mais ils avaient une vision, construire un submersible capable de plonger dans les profondeurs mystérieuses de la mer Rouge. En rassemblant les artisans du village sur la place centrale, Léla exposa leur plan avec une éloquence nourrie par son espoir et sa détermination. Elle parla des perles magiques, de leur potentiel pour sauver leur terre, et du rôle essentiel de chacun dans cette entreprise. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons bâtir ce sous-marin et atteindre ces perles. Ce n'est pas seulement notre quête, c'est celle de tout le village, conclut-elle, le regard brillant. Les réactions furent variées. Certains, comme Ibrahim, le forgeron, et Fatima, la charpentière, répondirent avec enthousiasme, prêts à mettre leur savoir-faire au service de cette mission. D'autres, plus superstitieux, murmurèrent des avertissements. Déranger les mystères de la mer? Ce n'est pas naturel. Vous apporterez peut-être une malédiction sur nous. Et si vous échouez? Nous aurons perdu notre temps et nos maigres ressources. Ajouta une voix dans la foule. Léla sentit la tension monter, mais Amir intervint avec calme. Nous comprenons vos craintes. Mais regardez autour de vous. Si nous ne faisons rien, ce village mourra. Nous avons une chance, aussi mince soit-elle, de changer notre destin. Cela vaut la peine de la saisir. Les murmures se turent peu à peu. La foi de Léla et Amir finit par rallier les indécis, et le village entier se mobilisa. Sous le grand acacia qui ombrageait la place, Amir déploya les premières esquisses du submersible. S'appuyant sur les croquis de Yacoub et son propre savoir, il imagina une coque légère, construite en bois renforcé par des plaques de cuivre. Le système de ballast, fait de sacs de sable ajustables, permettrait au submersible de plonger et de remonter à la surface. Pour voir dans les profondeurs, il proposa un hublot fabriqué à partir d'une ancienne lentille de verre poli trouvée chez un marchand itinérant. Les journées devinrent une symphonie de marteaux frappant le métal, de scies mordant le bois, et de discussions animées. Fatima et Ibrahim se chargèrent de l'assemblage, tandis que les jeunes du village transportaient les matériaux. Léla, de son côté, passait des heures à étudier les cartes de Yacoub, traçant minutieusement leur itinéraire. « Regarde, Amir, dit-elle en pointant une faille sur la carte. C'est ici que nous commencerons notre plongée. Yacoub mentionne des courants dangereux à cet endroit, mais c'est aussi là que les chants des sirènes ont été entendus pour la dernière fois. » Amir hocha la tête, concentré. Il partageait l'excitation de Léla, mais le poids de la responsabilité lui pesait. Chaque boulon qu'il serrait, chaque plan qu'il modifiait portait la promesse de leur succès ou de leur échec. La construction progressait, mais les tensions ressurgirent. Une nuit, alors que Léla vérifiait les plans à la lueur d'une lampe à huile, Ibrahim entra dans l'atelier, l'air préoccupé. « Léla, certaines personnes disent que cette quête est un affront à la mer. Elles pensent que les sirènes ne pardonneront pas. » « Je comprends leurs craintes, Ibrahim, répondit-elle doucement. Mais nous ne cherchons pas à voler les perles pour nous enrichir. Nous voulons sauver notre village. Si les esprits de la mer nous jugent dignes, ils nous guideront. Sinon, nous accepterons leur verdict. Ces paroles convainquirent le forgeron, mais Léla savait qu'elle devrait prouver sa sincérité aux sceptiques, et peut-être même aux sirènes elles-mêmes. Enfin, après des semaines d'efforts, le sous-marin fut achevé. Peint d'un bleu profond rappelant les eaux de la mer Rouge, il scintillait sous les derniers rayons du soleil couchant. Les villageois l'entourèrent, admirant leur œuvre collective. Les enfants couraient autour,
leur rire contrastant avec l'inquiétude silencieuse des plus âgés. Nous le baptiserons « Dauphin de minuit », annonça Leila. Il portera nos espoirs dans les profondeurs. Un silence solennel s'installa, brisé par Fatima qui tendit à Leila une figurine en bois sculptée en forme de dauphin. « Pour vous porter chance », murmura-t-elle. Leila serra l'objet contre elle, émue. Avec Amir, ils se préparaient à embarquer le lendemain à l'aube. Alors que la nuit tombait sur le village, ils contemplèrent une dernière fois leur création. L'aventure qu'ils s'apprêtaient à vivre était périlleuse, mais en cet instant, une conviction les habitait, ils avaient le soutien de tout un village derrière eux. Demain, ils partiraient. Et rien ne les arrêterait. L'aube se leva doucement sur le village, baignant le « dauphin de minuit » d'une lumière dorée. Leila et Amir se tenaient à côté du submersible, leur cœur battant au rythme de l'excitation et de l'appréhension. Les villageois s'étaient réunis pour les voir partir, certains les bénissant, d'autres offrant de petites amulettes de protection. « Nous reviendrons avec de bonnes nouvelles », déclara Leila, la voix forte malgré le poids de la responsabilité. Amir, les mains serrées autour de la barre du submersible, lança un dernier regard à la foule avant de fermer l'écoutille. À l'intérieur, une étroite cabine en bois et métal les entourait, éclairée par des lanternes suspendues qui dansaient au gré de leurs mouvements. « Prête ?» demanda Amir, en activant les commandes rudimentaires. « Plus que jamais », répondit Leila, les yeux rivés sur la mer scintillante devant eux. Avec un grincement des ballasts et une bouffée de vapeur, le « dauphin de minuit » s'enfonça lentement sous la surface. Les premières minutes de leur plongée furent à couper le souffle. À travers le hublot renforcé, Leila observa un spectacle qu'aucun livre de légende n'aurait pu décrire. Les coraux formaient des sculptures naturelles, vibrantes de couleurs, rouge écarlate, bleu cobalt, vert émeraude. Des bancs de poissons aux écailles scintillantes dansaient autour d'eux, comme s'ils les guidaient. « C'est comme un autre monde », murmura Leila, fascinée. Amir, concentré sur les commandes, sourit. Et ce n'est que le début. Les rayons du soleil perçaient encore l'eau, créant une lumière douce et mouvante. Chaque mouvement du sous-marin semblait révéler un nouveau tableau, plus spectaculaire que le précédent. Mais plus il descendait, plus cette lumière s'amenuisait, remplacée par une pénombre mystérieuse. Alors qu'ils atteignaient une profondeur plus importante, le sous-marin commença à tanguer. Des courants imprévisibles, invisibles depuis la surface, tourbillonnaient autour d'eux. « Attention !» s'écria Leila, alors que le sous-marin dérivait dangereusement vers un récif. Amir réagit rapidement, tournant une manivelle pour ajuster les ballasts. Le submersible pivota brusquement, évitant de justesse les coraux acérés. Ce n'était pas dans les croquis de Yacoub, grogna-t-il en vérifiant les instruments de navigation rudimentaires. C'est peut-être un avertissement, murmura Leila, en observant les courants danser autour d'eux, comme s'ils étaient animés d'une volonté propre. Amir resta silencieux, mais son expression tendue montrait qu'il partageait ses craintes. Alors qu'il pénétrait plus profondément dans les eaux sombres, Leila crut voir une ombre bouger furtivement au loin. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, les yeux fixés sur le hublot. Amir hocha lentement la tête. « Je pensais que c'était mon imagination, mais il y a quelque chose là-dehors. » Les ombres se rapprochèrent, révélant des silhouettes élancées et gracieuses. Elles nageaient avec une fluidité surnaturelle, s'éloignant dès que le sous-marin avançait, mais ne disparaissant jamais complètement. Puis, un son étrange emplit l'eau autour d'eux. Un chant lointain, doux et envoûtant, semblait émaner des profondeurs. Leila sentit une vague d'émotion l'envahir, une mélancolie teintée d'espoir. « Ce sont elles » chuchota-t-elle. « Les sirènes. » Amir ne répondit pas, captivé par le son qui semblait s'infiltrer jusque dans la cabine. Le sous-marin s'enfonça encore plus, guidé par les chants mystérieux. Soudain, une silhouette massive apparut dans la pénombre, l'entrée d'une vaste grotte sous-marine. « C'est exactement comme dans les croquis de Yacoub », dit Leila en consultant le carnet.
La grotte, bordée de coraux phosphorescents, semblait presque les appeler. À l'intérieur, des passages sombres s'enfonçaient dans les entrailles de la mer. Amir ralentit le sous-marin, scrutant les environs avec précaution. « C'est ici que tout commence vraiment, déclara-t-il. Si nous allons plus loin, il n'y aura plus de retour en arrière. » Leila posa une main ferme sur son épaule. « Alors allons-y. » Le dauphin de minuit s'avança dans l'obscurité, disparaissant dans les profondeurs inconnues. Autour d'eux, les chants s'intensifièrent, emplissant l'eau d'une énergie mystique. Ils étaient désormais au seuil de l'inconnu, là où les légendes prenaient vie, et où les mystères des sirènes attendaient d'être révélés. Le dauphin de minuit avançait lentement dans l'obscurité oppressante de la grotte sous-marine. La lumière tamisée des lanternes du sous-marin révélait des parois rocheuses recouvertes de coraux phosphorescents, qui brillaient d'une lumière bleutée semblant respirer au rythme de l'eau. Leila, fascinée, posa une main contre le hublot, comme si elle pouvait sentir l'énergie mystique qui imprégnait cet endroit. « Regarde, Amir, là-bas » s'exclama-t-elle, pointant du doigt une section de la paroi. Amir ralentit le submersible et ajusta les lumières pour éclairer ce que Leila avait vu, des inscriptions gravées dans la roche. Les symboles ressemblaient à une écriture ancienne, entrelacée de motifs représentant des créatures marines et des formes humaines. Leila, le carnet de Yacoub à la main, tenta de déchiffrer les inscriptions. « Ce sont des récits, murmura-t-elle. Les légendes parlent de sirènes qui aimaient les humains. Elles ont versé leurs larmes pour apaiser les douleurs de leur perte, et ces larmes sont devenues les perles sacrées. » Amir, les mains toujours sur les commandes, écoutait avec attention tout en surveillant les profondeurs qui les entouraient. L'atmosphère était lourde de mystère, comme si la mer elle-même retenait son souffle. Alors qu'ils progressaient dans la grotte, un mouvement attira leur attention. Leila plissa les yeux, des ombres dansaient autour du submersible, se mouvant avec une grâce surnaturelle. « Ce ne sont pas des poissons, » dit Amir, la voix tendue. Les ombres se rapprochèrent, révélant des formes mi-humaines, mi-poissons, des créatures avec des torses élancés, des bras fins et des queues scintillantes. Leur visage, bien qu'étrangement beau, avait quelque chose d'inquiétant, avec des yeux immenses et luisants qui semblaient sonder leur âme. Leila sentit son souffle se couper. « Les gardiens, » murmura-t-elle. « Ils protègent les perles. » Les créatures se déplacèrent en cercle autour du sous-marin, leurs gestes méthodiques et synchronisés. Elles ne semblaient pas hostiles, mais une méfiance palpable émanait d'elles. « Que faisons-nous » demanda Amir, les mains crispées sur les commandes. Leila, inspirée par l'histoire des sirènes et le respect qu'elles exigeaient, se rappela l'offrande qu'elles avaient préparée avant leur départ, un collier de coquillages, confectionné par les enfants du village. Amir, ouvre la trappe latérale. Je vais leur offrir ceci. Amir hésita, mais le regard déterminé de Leila le convainquit. Il actionna un levier, et la trappe s'ouvrit lentement. Elle plaça le collier dans une petite boîte en verre, puis le relâcha dans l'eau. Les créatures cessèrent de bouger, comme si elles communiquaient silencieusement. L'une d'elles s'approcha du collier et l'examina avec soin. Après un moment qui sembla durer une éternité, elle tourna son regard vers Leila, ses yeux luisant d'une lumière douce. Soudain, un chant s'éleva, une mélodie envoûtante, qui résonnait à travers l'eau et dans le sous-marin. Leila sentit une vague d'émotion la traverser, un mélange de tristesse et d'espoir. « Je crois qu'elles comprennent, » murmura-t-elle. Les gardiens s'écartèrent légèrement, ouvrant un passage vers les profondeurs de la grotte. Cependant, l'une des créatures fit un geste qui ressemblait à un avertissement, elle posa une main griffue sur sa poitrine, puis la pointa vers eux, comme pour dire « Soyez dignes ». Elles veulent que nous prouvions nos intentions, interpréta Leila. Elles nous permettent d'avancer, mais nous devrons montrer que notre quête est pour le bien commun. Amir hocha la tête, son expression grave. Alors ne faisons rien qui puisse les faire douter. Alors que le dauphin de minuit s'enfonçait dans les passages sombres,
Leila et Amir ressentaient une étrange sérénité. Les chants des gardiens continuaient de résonner, les guidant à travers le labyrinthe de grottes. Nous sommes sur le bon chemin, dit Leila, le regard fixe sur les inscriptions qui apparaissaient çà et là sur les parois. Mais ce n'est qu'un début. Ils savaient que leur quête serait loin d'être terminée. Les gardiens leur avaient laissé passer une première épreuve, mais d'autres défis les attendaient. Et, dans l'obscurité des profondeurs, ils sentaient que le véritable cœur de la légende se trouvait tout près. Le dauphin de minuit avançait lentement, ses projecteurs éclairant une vaste étendue sous-marine envahie par les ombres. Leila et Amir, silencieux, observaient avec fascination les ruines qui se révélaient progressivement devant eux. D'immenses colonnes brisées, couvertes de coraux fluorescents, s'élevaient comme les vestiges d'une civilisation oubliée. Des mosaïques de coquillages aux motifs complexes tapissaient le sol, racontant une histoire qu'aucun livre ne contenait. C'était leur royaume, murmura Leila, presque à voix basse, comme si elle avait peur de troubler le silence sacré de l'endroit. Amir guida le submersible à travers une arche effondrée, sa structure désormais habitée par des anémones et des bancs de poissons. Les restes de statues, mi-humaines mi-marines, semblaient les observer, figés dans le temps. C'est incroyable, tout est si bien préservé, malgré la destruction, dit Amir en ajustant les commandes. Leila feuilleta rapidement le carnet de Yacoub, reconnaissant certains des motifs décrits dans les croquis. Ce lieu n'était pas simplement une légende, c'était une réalité enfouie sous des siècles de mystère et de sable. Soudain, une silhouette apparut dans le faisceau des projecteurs. Elle se déplaçait avec une grâce surnaturelle, sa queue scintillant d'un bleu argenté à chaque mouvement. Une sirène. Les amis retinrent leur souffle alors que la créature s'approchait du hublot. Son visage était d'une beauté irréelle, bien que marqué par une gravité profonde. Ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme une auréole, et ses yeux, grands et lumineux, semblaient percer l'âme. Elle nous observe, murmura Leila, fascinée. La sirène, sans un mot, posa une main sur le hublot, son regard fixe sur Leila. Puis, lentement, elle fit signe au submersible de la suivre. Je crois qu'elle veut nous guider, dit Amir, sa voix empreinte d'une pointe d'inquiétude. Le dauphin de minuit suivit la sirène à travers les ruines. Elle les mena au cœur du royaume perdu, où des structures plus grandes et plus imposantes témoignaient de la grandeur passée des sirènes. Au centre, un immense dôme de corail, encore intact, s'élevait majestueusement. Devant le dôme, la sirène se retourna et se mit à chanter. Son chant, mélancolique et puissant, résonna dans l'eau, éveillant les ruines autour d'eux. Des éclats lumineux parcoururent les mosaïques et les sculptures, révélant une fresque animée, l'histoire de son peuple. Leila et Amir observèrent, captivés, la fresque racontant comment les sirènes, autrefois amies des hommes, leur avaient offert des perles pour les aider. Mais l'avidité humaine avait brisé cette alliance. Les hommes avaient tenté de s'emparer des perles par la force, déclenchant une guerre qui décima presque entièrement le peuple des sirènes. La sirène, qui se présenta sous le nom de Naya, posa alors sa main contre le hublot et parla dans une langue que Leila comprit instinctivement. « Ces perles ne sont pas de simples trésors, dit-elle, sa voix douce mais solennelle. Elles sont un lien sacré entre la mer et la terre. Si elles sont utilisées égoïstement, elles apportent malheur et destruction. Si votre cœur n'est pas pur, votre quête condamnera votre village. » Leila, bouleversée par les révélations, répondit avec sincérité. « Je ne cherche pas les perles pour moi-même. Mon peuple souffre, et je veux leur apporter une chance de survivre. Nous respectons la mer et voulons préserver son équilibre. » Naya la regarda longuement, semblant peser la vérité de ses mots. Soudain, un bruit mécanique brisa le calme solennel. Des vibrations firent trembler les ruines, et le chant de Naya s'interrompit. Des moteurs, dit Amir, la mâchoire serrée. Un éclair de lumière fendit l'obscurité, un autre submersible approchait. Leila reconnut immédiatement les formes robustes et anguleuses de la machine,
Cassim et ses hommes les avaient suivis jusque-là. Ils n'abandonneront pas, murmura Léla. Naïa se tourna vers eux, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Les hommes cupides ne peuvent s'approcher des perles sans éveiller la colère de la mer. S'ils les trouvent, ils détruiront ce qui reste de notre monde et du vôtre. Vous devez les arrêter. Amir, ajustant les commandes, répondit. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Mais nous aurons besoin de votre aide. Naïa acquiesça, avant de plonger rapidement, disparaissant dans les ruines. Cassim et son submersible approchaient rapidement, leurs projecteurs balayant les ruines à la recherche des perles. Léla et Amir savaient qu'ils devaient agir vite. Ils sont trop nombreux, dit Amir en regardant les formes sombres des autres submersibles qui accompagnaient Cassim. Nous devons les ralentir, les empêcher d'atteindre les perles avant que nous puissions prouver nos intentions, répondit Léla. Avec l'aide de Naïa et des autres sirènes, ils se préparèrent à défendre le trésor sacré. Tandis que les échos des moteurs résonnaient de plus en plus près, Léla sentit son cœur s'alourdir. Ce n'était plus seulement une quête pour sauver son village. C'était une bataille pour protéger l'héritage d'un peuple oublié et l'équilibre fragile entre la mer et la terre. Le royaume perdu des sirènes allait bientôt devenir le théâtre d'une confrontation décisive, où l'altruisme et la cupidité s'affronteraient dans les profondeurs mystérieuses de la mer Rouge. Le silence des profondeurs marines était trompeur, masquant une tension palpable. Léla et Amir, réfugiés derrière une ruine corallienne, observaient les lumières dansantes des submersibles de Cassim. Ils savaient que chaque minute passée augmentait le risque que le marchand cupide atteigne les perles avant eux. Il faut les arrêter, Léla, murmura Amir, ajustant les commandes du dauphin de minuit. S'ils mettent la main sur les perles, tout est perdu. Léla acquiesça, le regard déterminé. Nous n'avons pas le choix. S'ils passent, ils détruiront tout ce qu'il reste de ce royaume et condamneront notre village. Ensemble, ils élaborèrent un plan, attirer les hommes de Cassim dans une zone étroite des ruines, où leur supériorité en nombre deviendrait un désavantage. Mais le marchand, rusé et impitoyable, avait prévu leur résistance. Alors qu'il manœuvrait le dauphin de minuit pour intercepter les submersibles ennemis, une lumière vive jaillit de l'obscurité, éblouissant Léla et Amir. « C'est un piège !» s'écria Amir en tentant de manœuvrer, mais il était trop tard. Un filet métallique, propulsé par un des submersibles de Cassim, s'enroula autour du sous-marin, immobilisant ses hélices. À travers le hublot, Léla vit les silhouettes menaçantes des hommes du marchand s'approcher, leurs submersibles équipés de harpons et d'outils de découpe. « Ils nous ont tués !» murmura Amir, serrant les dents. Soudain, un choc violent ébranla le sous-marin. Un des harpons frappa la coque, provoquant une fuite d'eau. Amir, dans un effort désespéré, tenta de libérer le submersible, mais un autre impact le projeta contre la paroi, le laissant étourdi. « Amir !» cria Léla en se précipitant vers lui. Il saignait légèrement à la tête, mais il parvint à ouvrir les yeux. « Je vais bien, concentre-toi sur le submersible. » Léla prit les commandes, tentant de stabiliser le dauphin de minuit, mais les dégâts rendaient la tâche presque impossible. Alors que tout semblait perdu, une mélodie envoûtante emplit l'eau. Naïa et plusieurs autres sirènes apparurent, leur queue scintillante créant un tourbillon hypnotique autour des submersibles ennemis. Les hommes de Cassim, désorientés par les chants et les mouvements rapides des sirènes, perdirent leur coordination. Les sirènes frappèrent les submersibles avec une précision impressionnante, endommageant leurs moteurs et les forçant à battre en retraite temporairement. Naïa nagea jusqu'au hublot du dauphin de minuit et posa sa main contre la vitre, son regard rempli d'une détermination farouche. « Réparez votre machine, vite. Nous ne pourrons pas les retenir éternellement, sembla-t-elle dire par ses gestes. » Léla, galvanisée par le soutien des sirènes, se mit immédiatement à l'œuvre. Utilisant les outils d'urgence à bord, elle parvint à colmater la fuite et à dégager le filet métallique en sectionnant plusieurs de ses liens. Amir, bien que blessé,
l'aider comme il pouvait, mais ses mouvements étaient lents, sa blessure à la tête le rendant faible. « Tiens bon, Amir, murmura Leila en serrant les dents. On va s'en sortir. Naya, voyant la détresse du jeune homme, utilisa un remède étrange, elle pressa contre la coque un coquillage brillant, qui dégagea une lueur apaisante. À l'intérieur du submersible, Amir sentit une chaleur douce envahir son corps. « C'est incroyable, ma tête me fait moins mal, murmura-t-il, impressionné. Leila sourit légèrement, malgré la situation critique. On dirait que les sirènes croient en nous. Ne les décevons pas. Grâce à la diversion des sirènes et aux réparations rapides de Leila, le dauphin de minuit retrouva une partie de sa mobilité. Mais Cassim, furieux de son échec, envoya un dernier message à travers l'eau, amplifié par son submersible. « Vous croyez pouvoir me battre? Ce n'est qu'un début. Je reviendrai, et cette fois, rien ne pourra m'arrêter. » Les submersibles du marchand se retirèrent, leurs moteurs endommagés laissant des traînées d'huile derrière eux. Naya et ses compagnes suivirent leur départ, s'assurant qu'ils quittaient réellement les lieux. Quand le calme revint, Leila et Amir restèrent un moment immobiles, reprenant leur souffle. « Il va revenir, et il sera mieux préparé, » dit Amir, brisant le silence. « Je sais, » répondit Leila, son regard fixé sur les ruines. « Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons trouver les perles avant lui. Pas seulement pour le village, mais pour protéger ce royaume et ce qu'il représente. » Naya réapparut, nageant lentement autour du submersible. Elle croisa le regard de Leila et hocha légèrement la tête, comme pour confirmer sa résolution. « Nous ne sommes pas seuls, Amir, » murmura Leila. « Et tant que nous resterons fidèles à notre cause, je crois que la mer nous soutiendra. » Leur submersible, bien qu'endommagé, reprit son chemin, guidé par les sirènes. Mais Leila et Amir savaient que leur quête devenait de plus en plus périlleuse. Cassim n'était pas un ennemi à sous-estimer, et le chemin vers les perles restait semé d'embûches. Le dauphin de minuit avançait avec prudence, escorté par Naya et plusieurs autres sirènes, leurs silhouettes brillantes éclairant le chemin sombre et sinueux. Amir, encore faible mais déterminé, contrôlait les commandes avec un soin méticuleux. Leila, le regard rivé sur l'horizon aquatique, sentait son cœur battre à un rythme plus rapide à mesure qu'il s'approchait de ce que Naya avait appelé le sanctuaire. La lumière naturelle disparut progressivement, remplacée par un éclat spectral provenant des parois de la grotte. Des motifs luminescents de sirènes entrelacées et de vagues dansantes apparaissaient, semblant s'animer sous leur passage. « C'est ici, » annonça Naya, s'arrêtant brusquement. Devant eux, une immense porte de corail s'élevait, ornée de coquillages étincelants et d'inscriptions gravées dans une langue ancienne. Leila sentit un frisson parcourir son échine, elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi majestueux et intimidant. Naya s'approcha du hublot, son regard plongé dans celui de Leila. « Pour pénétrer dans le sanctuaire, tu dois prouver que ton cœur est pur, » expliqua-t-elle. « Les esprits ancestraux des sirènes jugeront tes intentions. Si elles sont égoïstes ou guidées par la cupidité, la porte restera close. Mais si tu es sincère, alors le chemin s'ouvrira. » Leila sentit un poids s'abattre sur ses épaules. Elle se tourna vers Amir, cherchant son soutien. Malgré sa pâleur et sa blessure, il sourit faiblement. « Tu peux le faire, Leila. Je crois en toi. » Encouragée, elle quitta le submersible et nagea vers la porte, accompagnée de Naya. Alors qu'elle s'approchait, une lumière éblouissante s'éleva, prenant la forme d'une immense silhouette éthérée. C'était l'esprit ancestral des sirènes, une figure imposante aux traits majestueux, sa queue scintillant de milliers de reflets lumineux. « Pourquoi cherches-tu les perles ?» demanda une voix qui résonna dans l'eau et dans l'esprit de Leila. Elle sentit son souffle se couper. Chaque mot qu'elle prononcerait serait jugé, chaque pensée scrutée. « Je viens pour mon village », commença-t-elle, la voix tremblante. « Nous sommes frappés par une sécheresse qui menace notre survie.
Ces perles sont notre seul espoir de ramener la prospérité. Je ne veux ni richesse, ni gloire. Je veux juste sauver les miens et rétablir l'harmonie entre la mer et la terre. » L'esprit l'observa en silence, puis demanda. « Et si ces perles demandaient un sacrifice? Serais-tu prête à renoncer à tout pour elles ?» Léla pensa à son village, les visages fatigués de ceux qui l'avaient élevée, les rires des enfants qui jouaient dans les champs aujourd'hui asséchés. Elle pensa à Amir, qui avait risqué sa vie pour l'accompagner. « Si je dois tout sacrifier pour les obtenir, je le ferai. Mais je promets de toujours respecter leur pouvoir et de ne jamais les utiliser à des fins égoïstes. Je rends hommage à la mer et à ceux qui la protègent. » Un silence profond s'installa, comme si même les eaux attendaient le verdict. Puis, la lumière émanant de l'esprit changea, passant d'un éclat intense à une douceur apaisante. « Ton cœur est pur, » déclara l'esprit. « Le chemin t'est ouvert. Mais souviens-toi, les perles ne répondent qu'à ceux qui respectent l'équilibre. Si tu échoues à honorer cette promesse, la mer réclamera son dû. » La lumière se dissipa, et les portes de corail s'ouvrirent lentement dans un grondement sourd. Derrière elles, un tunnel lumineux s'étirait, menant au cœur du sanctuaire. Léla retourna au submersible, où Amir l'attendait avec un sourire plein de fierté. « Tu as réussi, » dit-il doucement. Elle hocha la tête, encore émue par l'épreuve. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Amir. Nous sommes une équipe, Léla. Et nous allons voir cette quête jusqu'au bout. » Naïa, qui les avait observés en silence, parla enfin. « Vous êtes proche du but, mais soyez vigilants. Ceux qui ne respectent pas la mer reviendront, plus forts et plus déterminés. Vous devez protéger les perles, non seulement pour votre village, mais pour tout ce qui vit. » Le dauphin de minuit s'enfonça dans le tunnel, guidé par les lumières qui pulsaient doucement sur les parois. Léla et Amir savaient que la partie la plus difficile de leur quête était encore à venir. Mais pour la première fois, ils sentaient qu'ils avaient une véritable chance de réussir. Le sanctuaire les attendait, et avec lui, le destin de leur village et de la mer entière. Le dauphin de minuit progressait lentement, ses lumières révélant un espace d'une majesté étourdissante. Léla et Amir venaient d'entrer dans la chambre où reposaient les perles, un sanctuaire naturel d'une beauté presque surnaturelle. Des colonnes de corail d'un blanc éclatant s'élevaient vers le plafond, entourant un bassin au centre duquel brillait une lumière douce et hypnotique. Les perles. Elles étaient là, flottant comme suspendues dans l'eau, pulsant d'une énergie mystérieuse. « C'est incroyable », murmura Léla, émerveillée. Amir, bien que fasciné, resta sur ses gardes. « Dépêchons-nous, Léla. Nous ne sommes pas seuls ici. » Comme pour confirmer les craintes d'Amir, un bruit sourd résonna dans l'eau, suivi de vibrations. Une ombre massive apparut à l'entrée du sanctuaire, un submersible imposant, bien plus grand et robuste que le leur. Il était orné de pointes métalliques et équipé d'armes, témoignant de l'intention belliqueuse de son propriétaire. « Cassim, » murmura Léla, le cœur serré. Le marchand, accompagné de plusieurs mercenaires dans des combinaisons de plongée renforcées, se tenait prêt à envahir le sanctuaire. Son visage, visible à travers une vitre épaisse, était marqué par un rictus de triomphe. « Enfin, » déclara-t-il, sa voix amplifiée par un haut-parleur. « Les perles m'appartiennent. Vous auriez dû rester hors de mon chemin. » Cassim donna l'ordre à ses hommes de lancer l'assaut. Des harpons fusèrent dans l'eau, ciblant le dauphin de minuit. Léla et Amir parvinrent à esquiver de justesse les premiers projectiles, mais l'un d'eux frappa une des colonnes, brisant un morceau de corail. « Ils vont tout détruire !» s'écria Léla. Amir activa les propulseurs du sous-marin pour attirer les mercenaires loin du bassin central, tandis que Léla cherchait un moyen de protéger les perles. Mais Cassim, déterminé à s'emparer du trésor, fit avancer son submersible plus près, ses projecteurs illuminant les perles. « Si je ne peux les avoir intactes, je les détruirai !» hurla-t-il.
un des mercenaires posa une charge explosive sur une des colonnes. La menace de la destruction totale devenait imminente. Alors que la situation semblait désespérée, les sirènes surgirent à nouveau, menées par Naya. Elles chantèrent une mélodie puissante, emplissant l'eau d'une vibration qui désorienta les mercenaires. Les harpons furent déviés, et certaines des charges explosèrent prématurément, loin des structures. Naya, s'exclama Leela en voyant la sirène se précipiter pour intercepter un mercenaire. Les sirènes conjurèrent d'antiques sortilèges, des algues vivantes s'élevèrent du sol pour entraver les mouvements des intrus, tandis que des vagues d'énergie lumineuse paralysaient temporairement le submersible de Cassim. Profitant de la confusion, Leela se précipita hors du submersible et nagea vers les perles. Elle pouvait sentir leur énergie, une chaleur douce et réconfortante qui semblait pénétrer son âme. En tendant les mains, elle murmura une prière silencieuse. « Je ne veux rien d'autre que sauver mon peuple et protéger ce sanctuaire. Aidez-moi à stopper cette folie. » Au moment où ses doigts touchèrent les perles, une lumière éblouissante emplit la chambre. Les perles semblèrent réagir à sa sincérité, déchaînant une onde de choc qui se propagea dans l'eau. L'onde lumineuse frappa le submersible de Cassim et ses mercenaires. Les systèmes de l'engin tombèrent en panne, le plongeant dans l'obscurité. Les mercenaires, incapables de résister à la pression et à la magie des perles, furent repoussés hors du sanctuaire par une force invisible. Cassim, furieux mais impuissant, cria. « Vous ne m'avez pas vaincu. Je reviendrai. » Mais une seconde onde, encore plus puissante, envoya son submersible hors du sanctuaire, le projetant contre une paroi rocheuse. Des éclats de métal et des bulles d'air s'élevèrent, signant la fin de sa tentative. Lorsque la lumière s'estompa, le sanctuaire retrouva son calme. Les sirènes cessèrent leur chant et s'approchèrent de Leela. Naya posa une main sur son épaule et hocha la tête, un sourire apaisé sur ses lèvres. « Tu as montré que ton cœur est pur. Les perles ont répondu à ton appel. » Leela retourna au dauphin de minuit, où Amir l'attendait avec un mélange de soulagement et de fierté. « Tu l'as fait, Leela, dit-il, le sourire fatigué mais sincère. Elle hocha la tête, tenant précieusement les perles dans ses mains. Il reste encore une étape, Amir. Nous devons les ramener, les honorer, et les utiliser pour le bien de tous. Alors que le submersible se préparait à quitter le sanctuaire, les sirènes les accompagnèrent, comme pour s'assurer qu'ils sortiraient en sécurité. Leela et Amir savaient qu'ils venaient de remporter une bataille décisive, mais ils sentaient aussi que leur responsabilité envers les perles ne faisait que commencer. Le dauphin de minuit émergea lentement des profondeurs, guidé par les sirènes qui nageaient autour, leurs silhouettes lumineuses illuminant les eaux sombres. Dans les mains de Leela reposaient les perles, scintillant d'une lumière surnaturelle. Leur éclat semblait contenir à la fois la puissance de l'océan et la sagesse de siècles oubliés. Amir, assis à côté d'elle, brisa le silence. « Nous avons réussi, Leela. Ces perles peuvent sauver le village. » Leela, cependant, semblait troublée. Son regard alternait entre les perles et l'horizon invisible de la mer. « Amir, murmura-t-elle. Si nous les gardons, combien d'autres comme Cassim viendront pour elle? Combien de sanctuaires seront détruits, et combien de vies seront sacrifiées? » Amir resta silencieux, comprenant la gravité de ses paroles. Leela se tourna vers Naya, qui observait calmement, les yeux emplis de sagesse. « Naya, ces perles n'appartiennent pas à notre monde terrestre. Elles sont un pont entre la mer et la terre, mais aussi une source de conflit. Si je les prends, je trahirai l'équilibre que vous avez protégé pendant des siècles. » Naya hocha la tête, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Tu comprends enfin, Leela. Ces perles ne peuvent être utilisées que par ceux qui respectent l'harmonie de toutes choses. Le pouvoir qu'elles contiennent est dangereux entre des mains avides. » Leela, le cœur lourd mais résolu, plongea ses mains dans l'eau. « Je rends ces perles à la mer. En échange, je demande seulement que notre village puisse vivre,
que nos rivières coulent à nouveau, et que notre peuple apprenne à honorer l'océan comme il le mérite. Elle lâcha les perles, qui descendirent doucement dans les profondeurs. Naïa et ses compagnes entourèrent les reliques, entonnant un chant doux et apaisant. Un rayon de lumière s'éleva alors du fond de la mer, illuminant le ciel au-dessus. Le rayon s'élargit, comme si la mer elle-même répondait au geste de Léla. Une vague de chaleur bienveillante parcourut l'eau et atteignit les nuages, qui commencèrent à se former et à s'assombrir au-dessus d'eux. C'est un signe, murmura Amir, émerveillé. Naïa posa une dernière fois sa main contre le hublot du submersible. Votre cœur pur a restauré le lien entre nos mondes. Retournez à votre village, et souvenez-vous, tant que vous respecterez l'équilibre, la mer et la terre prospéreront ensemble. Avec un dernier sourire, Naïa et les sirènes disparurent dans les profondeurs, emportant les perles avec elles. Lorsque Léla et Amir revinrent au village, un miracle les attendait. La pluie tombait doucement sur les terres asséchées, imprégnant le sol craquelé d'une vie nouvelle. Les habitants, émerveillés, dansaient sous les gouttes, leurs visages illuminés par un espoir retrouvé. « Vous avez réussi !» s'écria Ibrahim, le forgeron, en serrant Amir dans ses bras. Léla sourit, ses vêtements trempés par la pluie, mais son cœur léger. « Non, nous avons tous réussi. » Le village a cru en cette quête, et la mer a répondu. Les semaines qui suivirent virent les champs reprendre vie, les rivières se remplirent, et le village retrouvait sa prospérité. Mais le voyage de Léla et Amir avait laissé une empreinte indélébile. Nous devons honorer ce cadeau, déclara Léla lors d'une assemblée. La mer n'est pas une ressource à exploiter, mais un allié à respecter. Ce sanctuaire doit rester notre secret, pour que d'autres ne commettent pas les mêmes erreurs que Cassim. Tous acquiescèrent, reconnaissants et humbles face à cette vérité. Un soir, alors que Léla et Amir contemplaient la mer depuis une colline, elle murmura. « Penses-tu qu'elle nous observe ?» Amir sourit. « Je suis sûr que Naïa veille. Et tant que nous resterons fidèles à ce que nous avons appris, elles seront toujours là. » Sous le ciel étoilé, le village brillait d'une nouvelle lumière. Les véritables trésors, comprit Léla, ne sont pas faits d'or ou de perles, mais d'amour, de respect et de la promesse d'un monde où l'homme et la nature coexistent en harmonie. Le pacte avec la mer était scellé, et avec lui, un nouvel avenir commençait.